Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'ai été voir la conférence Connaissances interdites avec Elena Danaan et je vais vous raconter ce que j'en pense. Alors je vais pas dire de choses négatives parce que je vois que c'est très difficile de critiquer sur internet. La perception est déformée, on dira. Donc c'est très difficile d'arriver à communiquer en critiquant sur internet. Ça prend pas la bonne proportion en fait. Sans compter qu'en plus, il y a des tas de lois qui empêchent un peu de parler librement sur Internet de plus en plus. Et il y a vraiment des hostilités qui existent et qui sont pas bidons du tout. Donc, il faut essayer de faire bien. C'est de plus en plus compliqué. Donc, je vais vous raconter tout ce qui m'a plu et je vous dirai pas ce qui m'a pas plu. De toute façon, ce qui m'a pas plu, je parle directement avec les intéressés, en vue que ça s'améliore. Donc le sujet pour moi de ce qui était à améliorer, bah, il est clos. Voilà. J'ai dit aux responsables ou aux gens directement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, moi je m'adresse à la personne directement concernée, quoi. Je vais jamais... enfin je veux dire, ça sert à rien de critiquer par derrière ou sur internet, machin. Autant aller directement essayer de résoudre droit au but, quoi. Des fois on n'y arrive pas, hein. D'ailleurs, j'ai essayé de résoudre un des problèmes, mais qui n'a pas de rapport avec la conférence, hein, qui était plus un problème de... Elena Danaan, elle est attaquée par des gens que je connais, avec qui j'ai déjà communiqué, et j'arrive pas à comprendre certaines choses, et donc j'ai essayé de réconcilier le truc, mais j'ai échoué. Là, j'ai rencontré un mur. Il y a des gens, il y a des, enfin, la majorité des gens, hein, je peux le dire, dès qu'on essaie de développer un point de vue opposé au leur, ça bloque, total. Je crois que des fois, je me demande s'il faut même pas essayer, quoi. Mais enfin bon, on peut toujours tenter, des fois, un coup de chance, 1% de chance de réussir, pas plus. Alors, je vous raconte connaissance interdite à Pétos. Je vais vous prendre tous les interlocuteurs. J'ai pas le nom de tous parce qu'il y en a un que je connais pas. Il est pas donné. Elle a voulu rester confidentielle. Je peux la comprendre, hein. Et donc, je vais commencer par Robert Lortal. Alors, j'ai réussi à communiquer avec tous les intervenants. Soit quand ils étaient sur la scène, soit en dehors de la scène. Voilà. Donc, ça, c'est bien. C'était ce que je voulais, et donc ça, j'ai réussi. J'ai réussi cette mission-là. Peut-être pas autant que ce que j'aurais voulu, mais pour des raisons de critique que j'ai déjà faites, mais que vous n'aurez pas connaissance. Mais j'ai réussi à communiquer avec tout le monde. Pas autant que je voulais. Mais c'est pour des raisons techniques, hein, c'est des détails, hein, c'est pas grand-chose, hein. Et puis peut-être aussi, pour un des cas, c'était peut-être ma timidité, mon manque de rentre dedans. Je suis pas l'esprit je suis pas comme un commercial. Je suis pas en zéro timidité, donc j'analyse toujours de loin chaque détail. Je choisis le moment. Si le moment est pas idéal, j'y vais pas. Alors qu'un commercial, lui, il rentre dedans à tout moment. Il est moins timide, quoi. Donc là, je vais commencer par Robert Lortal. Franchement, de tous là, c'est mon préféré. Et d'ailleurs, j'ai communiqué avec l'autre personne qui est en opposition avec Elena. Lui aussi, il l'adore. Il est bien mieux que ce qui paraît être sur scène. Comme personne, vraiment. Il a beaucoup évolué. Je pense qu'il a été augmenté en conscience pendant qu'il était pendant un an dans la base. Et c'est son histoire qu'il raconte d'ailleurs. Alors, c'est le personnage qui est intéressant de rencontrer. L'histoire sur la scène, vous la connaissez déjà. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir Robert Lortal sur YouTube. Son histoire est complète, hein. Vous la verrez. Elle est assez extraordinaire. Et moi, j'ai adoré la personne. Et en plus, il est intelligent. Sa conscience a évolué, donc il est à un niveau plus intéressant aujourd'hui. Et je pense que parmi tous ceux qui étaient présents, c'est celui qui a le plus d'ouverture d'esprit, quoi.
il peut parler il est très ouvert, hein. Donc ça c'est bien. Après on a Alexandre Ruzanov, qui est le côté ingénieur scientifique qui cherche des solutions pour... alors je peux pas dire ce qu'il a dit parce que ça s'appelle connaissance interdite, donc il fallait y aller. C'est pas à moi de diffuser ce qui a été... C'est pas à moi de dire ce qu'il y avait dans la conférence, je pense que c'est plus à l'organisateur de décider ou non de diffuser ce qu'il y avait dans cette conférence, et s'il décide de pas le faire, c'est que moi je dois surtout pas le dire en fait, puisque je dois respecter les volontés de l'organisateur. Donc Alexandre Ruzanov, bon, je peux quand même parler du sujet dont il a parlé. Il a parlé des sujets de pollution électromagnétique et électrique, en gros, qu'il y a sur Terre. Ce qui est intéressant, c'est, je vais même partager mes visions. Alors, je vais vous partager j'ai eu une médiumnité sur ce sujet. Le problème de la pollution électromagnétique par les ondes. J'ai eu quand j'étais tout petit, je regardais un dessin animé. Alors, c'était avant même qu'il y ait la première antenne posée sur le sol, sur Terre. Je pense surtout à la téléphonie mobile. Hein. Parce que des ondes, on en fait depuis que Tesla a inventé... depuis qu'on fait de l'électricité quasiment, très peu de temps après, on a inventé les ondes, et très rapidement, la radio est venue dans le militaire. Et donc ça, j'étais même pas né. Mais je parle des téléphones portables, qui sont des antennes et qui font... on peut dire qu'en haut, ça fait ça, quoi. Ou ça fait ça. Il y en a 3. Ça fait comme un trident. Voilà. Il faut planter un trident dans le sol. C'est un trident géant. Vous voyez, il y a un poteau, et puis en haut, ça fait comme ça, comme un trident. Donc je regardais, quand j'étais très très jeune, je regardais le dessin animé Ulysse 31. Donc un dessin animé science-fiction. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une série, c'est aussi connu que Goldorak, ou c'est les best-sellers des dessins animés de fiction. Et il y a un épisode que je suis incapable de retrouver sur internet, où il est sur une planète et où le mal s'installe sur la planète, et on voit des tridents qui sont plantés sur toute la planète, et puis tout se passe mal, tout devient sombre, tout est maléfice après que toute cette installation a été plantée sur cette planète. Et Ulysse 31, c'est le sauveur, il arrive avec son vaisseau et puis il résout les problèmes, etc. Et en fait, quand j'ai vu cette image, j'ai été terrifié parce que je me suis dit, ils vont le faire. Mais c'est comme si ça allait se produire sur Terre, pour de vrai. Et effectivement, quand j'ai commencé à voir les premières antennes de téléphonie mobile, qu'ils nous ont imposées, hein, parce qu'on avait des cabines téléphoniques partout, filaires, ça marchait très bien. Bon, et quand on tombait en panne sur la route, on faisait arrêter une voiture, et puis elle s'arrêtait systématiquement. Il y avait beaucoup de cohésion et d'entraide, puisque à l'époque, les voitures tombaient souvent en panne, hein, c'était plus que maintenant. Quoique. Je sais pas, j'ai pas les statistiques. Mais enfin, c'était connu, il y avait souvent des pannes, et donc les gens s'arrêtaient et s'entraidaient. Et ensuite, ils ont imposé, ils ont mis du temps, mais ils ont imposé le téléphone portable, et puis après, ça est devenu plus qu'un téléphone, mais un ordinateur, quoi. Ou un outil de surveillance. Voilà, je crois que c'est plus ça aujourd'hui que... Je préfère un ordinateur qu'un téléphone, hein, je vous le dis. Et donc, je vois que ça s'est réalisé. Et donc, après, vous avez des associations qui apparaissent comme ça. Robin des Toits, Alexandre Ruzanov, qui parle de sujets similaires, mais Ruzanov va un peu plus loin. Puisque lui, en plus, il parle des problèmes d'électricité dans le sol. Parce que lui, à la base, il est pas archéologue, mais comment on dit ça ? Non, c'est pas géomètre, c'est ceux qui étudient les... je sais plus. Géologue, voilà. Il est géologue, donc en fait, dans ses expériences professionnelles, il a constaté que les courants électriques, quand on en envoie trop dans le sol, en fait, il y a une espèce de saturation. Et l'énergie, faut qu'elle circule, faut qu'elle ressorte quelque part, quoi. Voilà, donc en fait, vous avez des rayonnements qui se produisent. Moi, j'ai jamais pu vérifier, hein, personnellement, mais les rayonnements, ils sont constatés surtout par les agriculteurs qui ont des vaches. Voilà. C'est là où le symptôme est le plus visible. Que avant et après installation d'une éolienne
ou d'un mât de téléphonie mobile, des perturbations apparaissent sur le troupeau. Voilà, ça c'est... Et donc, en gros, Robin des Toiles explique pourquoi, Ruisanov explique pourquoi aussi de manière plus poussée. Parce que lui, il tient compte aussi du côté géologue. Voilà. Alors que Robin des Toiles va parler que de la partie aérienne, en fait, et beaucoup moins de la partie enterrée. Donc vous avez par exemple les transformateurs EDF qui renvoient à la Terre. Le problème, c'est surtout tous les appareils électriques qui ont une fuite à la Terre. Il y a beaucoup d'appareils électriques qui sont un peu dysfonctionnels et qui ont une fuite de courant à la Terre. Donc ça, faut résoudre les problèmes individuellement. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de contrôle technique des fuites à la Terre sur les maisons. Et il faudrait. Puisque, par exemple, là, j'ai eu le témoignage il y a un an, un pompier. Alors, il y avait le feu dans la rue, là, plus bas. Il y a un démon qui a mis le feu à des gens pas gentils. Et il y avait le feu. Ils avaient bloqué toute la rue, ils avaient coupé l'électricité. Et puis je descends parce qu'à 3h du matin, quand on coupe l'électricité, vous avez les onduleurs qui se mettent à faire bip bip. Donc ça m'a interpellé. Et donc j'ai été voir, et puis j'ai été stupéfait, un pompier qui a le feu chez lui. C'est le comble du pompier, c'est j'ai le feu chez moi. Voilà. Le type qui s'y connaît le plus en feu, qui est formé, il se fait quand même piéger chez lui par le feu. Et la cause, c'était une machine à laver déficiente au niveau qui a fait un court-circuit et puis qui s'est enflammée et puis qui a provoqué le feu en son absence. Et en 2 heures d'absence, sa maison a brûlé à 75%. Voilà. Donc c'est triste, hein, même quand on est pompier, on a le feu chez soi. Donc en fait, il faut vraiment contrôler sa terre pour voir s'il y a des courants de fuite. Et s'il y a des courants de fuite, il faut trouver l'appareil. Parce que ça peut être grave en fait. Ça peut être grave. Et donc ces courants de fuite, ils sont gênants pour la Terre quand on en met trop. Voilà, en gros. Et ça a des conséquences. Donc en fait, à un moment donné, l'électricité elle remonte par un mât d'éolienne, par exemple, et puis elle va rayonner. C'est ce qu'il explique. Alors comment, je ne sais pas. Hein, parce qu'apparemment, on ne connaît pas tout dans la science au niveau des énergies. Un courant électrique, c'est pas inoffensif, c'est pas juste le courant. Avec un courant électrique, il y a toujours un champ magnétique qui va avec. Et peut-être, en certaines circonstances, il y a peut-être en plus des ondes qui se produisent, je ne sais pas. En tout cas, il y a des nuisances sur les animaux, ça c'est constaté et reconstaté. Voilà, donc ça c'était ce sujet-là. Et c'est un monsieur, j'ai discuté pas mal avec lui parce que je fais des recherches sur l'information, c'est-à-dire il travaille sur l'information. Parce qu'en fait, ça envoie des signaux, mais ces signaux sont pollués, n'ont pas l'information adéquate. Elle crée des nuisances sur le vivant. Mais si le signal envoyé était au contraire la bonne information compatible avec le vivant, ça aurait même l'effet inverse. Ça aurait un effet positif. Donc toute cette science-là, elle n'est pas... C'est encore à la recherche et développement beaucoup dans le monde. Il y en a qui l'ont assez compris, mais il y a beaucoup de scientifiques qui ne l'ont pas compris. Les multinationales qui font des technologies, ils ne l'intègrent pas forcément, ou pas assez. Ou c'est difficile pour eux d'arriver à le comprendre ou de le mettre en application. Par exemple, l'exemple même, c'est les écrans qui sont assez agressifs pour les yeux. C'est parce que l'énergie qui émet l'écran, elle est en désaccordance avec les yeux, et ce qui fait que les yeux ne tolèrent pas cette énergie, alors que l'énergie du soleil, qui elle peut être même plus forte, on la tolère beaucoup mieux. Au contraire, même on l'aime. Voilà. Alors, si on arrive à faire des écrans avec la qualité du soleil, on n'aurait plus les problèmes oculaires qu'on a avec les écrans. Voilà. Donc en fait, il y a toute une science à développer par rapport à ça. Donc c'est toute la partie information intégrée à la transmission d'énergie, en gros. Voilà. Donc moi, je sais que j'ai fait des travaux là-dessus, mais c'était des travaux empiriques. Donc en fait, j'obtiens un résultat par instinct, par médiumnité, on va dire, directement, sans avoir la connaissance. Mais je comprends pas dans le détail le pourquoi, du comment, exactement, les principes. Je pourrais pas faire de calcul mathématique pour reproduire un système soit plus gros, plus grand, plus petit. J'ai réussi à trouver le bon accord entre les composants qui génèrent tout le spectre d'informations de création de la vie. Mais
Mais il manque tout le pan de la science qui explique en détail, qui permet d'enseigner, de reproduire et même voire d'améliorer, quoi. Donc c'est pour ça qu'on était pas mal en phase, on a pas mal discuté entre nous, je lui ai partagé mes travaux. Il a trouvé ça très intéressant, ça a recroisé ses travaux à lui de recherche. Et donc on a pas mal dialogué, quoi. Et puis je suis en train de faire une petite expérience en essayant de recroiser nos deux travaux chacun. J'essaie de faire. J'ai récupéré une de ces technologies et je l'ai assemblée à la mienne pour voir est-ce que c'est complémentaire, est-ce qu'on peut apporter des améliorations, des choses comme ça. Après, donc Chris Esson, il était absent au dernier moment. Je pense que c'était au dernier moment parce que sa machine était présente. Le système Frill, là. Je vous le dis, on ne roulera pas tout de suite en voiture au Frill. Quand j'ai vu l'appareil, enfin, moi je suis un ingénieur, j'ai un master 2 en ingénierie de conception, enfin génie mécanique on appelle ça. J'ai 22 ans d'expérience en bureau d'études. J'ai travaillé avec le service des ingénieurs en électronique pour développer des spots à LED que vous pouvez voir dans le TGV aluminium 2 niveaux. TGV duplex. Les liseuses orientables, c'est moi qui les ai dessinées. Et c'est moi qui ai fait le suivi de projet avec les ingénieurs et puis les essais optiques. Et puis le laboratoire électronique faisait les essais en électronique. On fait des essais de température, de durée de vie, des choses comme ça. Plus 70 degrés, moins 20, faut que ça fonctionne toujours. Enfin voilà. Parce qu'en fait, vous dites plus 70 degrés, le train, il n'y a jamais un passager à 70 degrés dans le train. Non, mais quand le train est à l'arrêt dans les gares et qu'il n'y a personne dedans et qu'il chauffe au soleil, ça peut monter à 70 à l'intérieur. Tout comme l'hiver, il peut ne pas y avoir de chauffage quand le train est à l'arrêt en gare. Et pour maintenance, par exemple, puis la nuit, ça descend à moins 20, dedans il fait moins 20. Donc il ne faut pas que les organes tombent en panne ou ne fonctionnent pas. Donc il y a tout un tas d'essais. Et donc je comprenais un peu parce qu'il y avait le système de cristal, les bobines, il y avait 2 bobines. Et puis il y a un système électronique qui alimente avec des fréquences, etc. Et puis il y a même un système invariateur, j'ai vu. Et puis il y a des LED. Il y a des LED en dessous qui envoient de la lumière sur le cristal. Voilà comment c'est fait. Bon, quand je vois ça... Et puis il y a une alimentation qui alimente le système... Alors on le branche sur le 220 pour que ça fonctionne. C'est pas un truc qui fonctionne tout seul. On le branche sur le 220 pour alimenter les bobines pour la fréquence et puis les LED pour qu'elles s'allument. Donc ce que j'ai vu là, c'est pas de l'énergie libre, hein, pas du tout. Et comme il était absent, j'ai pas pu poser de questions. Mais ce que je comprends, c'est que c'est un truc qui va pas développer 10 kW, quoi. Si ça délivre 1 watt, ça sera déjà formidable. Voilà. Bon, c'est pour ça que je dis on roulera pas en voiture avec son Frill là pour le moment. On est tranquille. Donc je sais pas si c'est... comme j'ai pas pu discuter, je sais pas trop quelle est la satisfaction de ton prototype. Je sais pas qu'est-ce qu'il en a résulté, quelle connaissance positive ou avancée il a pu en déduire, qu'est-ce qu'il a pu mesurer d'extraordinaire, je sais pas. Voilà. Pas là. Les absents ont toujours tort. Voilà. J'espère qu'on l'a pas assassiné avant même qu'il ait trouvé quelque chose d'intéressant. Ça serait quand même un comble. Si on assassine même les gens qui ne trouvent pas, autant dire que les assassins sont tout feu tout flamme. Non, mais je pense pas qu'il est assassiné. Je dis ça en rigolant. Enfin, j'espère. Et on saura plus tard pourquoi il était pas là, quand il fera sa prochaine vidéo. Je pense. Mais j'avais pressenti qu'il nous lâcherait. Dans sa dernière vidéo, je regardais sa vidéo et puis je voyais que sur son visage, il y avait quelque chose qui le tracassait. Et il faut croire que le tracas a fini par se produire. Et puis pas le bonjour. Il serait produit lundi ou mardi, il aurait été là. Donc il nous a lâchés. Voilà. J'avais vu juste, il nous a lâchés. Après on avait Serge Petit-Demange. C'est un nom assez original. Un militaire. Ex-militaire, pardon. Marine nationale. Le grade, je lui ai demandé son grade. Alors il a dit premier maître. Ce qui est pas mal. Ça équivaut à adjudant dans l'armée. Mais apparemment, c'est plus difficile d'être premier maître dans la marine que d'être adjudant dans l'armée de terre.
Quelqu'un de très lucide, très intelligent, formé à la mentalité militaire, évidemment. Hein, tout carré, tout hiérarchique, tout procédurier, etc. Très bon... Ils sont tous des très bons communicants. Hein. Il y a pas... Il y en a même une qui est sortie du lot largement en communication et qui n'en avait pas conscience. Mais je lui ai même fait remarquer 2 fois que sa prestation était plus que remarquable. Et alors, Serge Petitdemange, alors j'ai pas le droit de faire de critique pour la vidéo, mais je lui ai posé des questions et j'étais très content qu'il ait bien accepté ma version. Et je lui ai dit, l'avenir, parce qu'il faut savoir y mettre les formes quand on dit quelque chose qui est contraire à tout le... Parce que je lui ai dit quelque chose, en fait, qui remettait en cause quasiment tous les concepts de sa vie, alors qu'aujourd'hui il est assez âgé. Et ça, c'est un choc psychologique. Parce que en plus, il était d'accord avec moi. Et ça, ça fait... quand je dis ça, ça peut bugger la tête des gens, en fait. Mais c'est juste que je suis très observateur et puis que c'est un raisonnement en conscience, on appelle ça. Donc je vais dire ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que dans l'avenir, les systèmes d'organisation sociale mondiale ne seraient plus une pyramide. Comme on voit dans la franc-maçonnerie. En fait, c'est le compas là, que vous voyez quand ça fait ça, quand vous voyez le président qui fait ça, avec les cérémonies de franc-maçon qu'il fait de temps en temps, qui sont officielles d'ailleurs. C'est le symbole de la pyramide. Donc en fait, en haut, c'est le président, les ministres, et puis toute la structure, c'est ce qu'on appelle la structure sociale de l'organisation des humains sur Terre. Et je lui disais, dans le futur, on n'aura plus de structure comme ça, pyramidale. Et je lui dis, et même la solution de l'organisation sociale, pour que ça se passe mieux, elle est même sous le nez de tout le monde. Mais personne ne fait le lien. C'est la pyramide Inca. La pyramide Inca, c'est pas une pyramide, c'est un trapèze. Vous avez un grand plat comme ça, et ensuite vous avez des plates et là vous avez une grande partie plate. Et elles sont toujours debout d'ailleurs. Preuve de la stabilité du système. Parce que là, vous voyez que quand même, Khéops, elle commence à perdre... Enfin, il y a des pyramides dans le désert qui sont plus vieilles que Khéops. Et vous voyez que quand même, elles ont perdu le sommet. Hein. Mais donc la pyramide Inca est plus stable qu'une pyramide pointue. Plus stable, parce que la tête, elle finit toujours pas tomber. Donc, ce principe-là, dans la mécanique de la construction, il est valable aussi pour les organisations sociales mondiales. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir un chef qui décide pour tout, dans les grosses lignes, vous avez plutôt plein de personnes qui ont l'intellect, qui ont les qualités, etc., et qui ont aussi la motivation et l'envie, qui sont chargées d'une mission. Mais il n'y a pas une personne qui va venir corrompre son travail. Vous voyez ? Et donc c'est pour ça que je lui explique. Et je lui dis en plus, on aura des gens qui surveillent des gens. Par exemple, un juge aura le devoir de condamner un autre juge s'il ne fait pas son travail. Quoi. Si on démontre par A plus B que la loi c'était ça, et monsieur le juge, vous avez fait l'inverse. Bon, aujourd'hui, si un juge décide de ne pas appliquer une loi, il continue. Hein. Il ne s'inquiète pas. Hein. Voilà. Et en plus vous avez une influence, c'est-à-dire c'est celui qui paye qui commande. Qui paye les juges? D'où vient l'argent? Il vient du haut, là, tout en haut. Ils appellent ça la séparation des pouvoirs, mais dans une pyramide, il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Dans une pyramide, c'est ceux qui payent qui commandent. Donc le sommet de la pyramide collecte l'impôt et puis il distribue, donc il commande tout. C'est celui qui paye. Voilà. Donc en fait, faire une structure sociale avec une base pyramidale Inca, c'est facile à dire comme ça, mais après, vous avez une vraie complexité mathématique à mettre en place. Mais en fait, chaque personne n'est pas responsable de tout et s'occupe de tout. C'est des missions limitées. Ça évite les effets de... Alors pourquoi c'est plus stable? Pourquoi c'est meilleur? C'est simple, dans un système pyramidal, vous réussissez à corrompre
quelques personnes tout en haut, et tout est niqué derrière en dessous. C'est ce que vous constatez en ce moment. Actuellement, le plus haut point de la pyramide, bah, c'est l'Europe. Voilà, c'est le plus haut point actuel. Et en dessous, vous avez les présidents de chaque pays, etc., etc. Donc là, si vous arrivez à corrompre tout en haut, quelques personnes, ça peut être un pays étranger hein, qui décide de corrompre pour servir des intérêts personnels, commerciaux. Et donc tout ce sommet-là, bah, c'est très peu d'efforts, de corruption, pour beaucoup de résultats. Vous voyez ? Alors que dans un système de pyramide Inca, il faut déployer tellement d'efforts que ça décourage celui qui veut corrompre, quoi, parce que c'est un tel effort, il faut tellement d'effectifs, tellement de... Je dis pas que c'est impossible, mais c'est compliqué. C'est trop compliqué, voilà. Donc c'est plus stable, voilà. En gros, c'est ça. C'est le même principe que pour la protection contre le vol. On peut pas empêcher un voleur l'intrusion, jamais, mais on peut retarder le temps d'intrusion. Voilà. Bah, en fait, c'est exactement le même principe. On joue sur le temps de la difficulté de corrompre. Donc, bah, si un voleur, si le temps est trop important pour faire l'intrusion, pour faire le vol ou n'importe quoi d'autre, bah, il se décourage. C'est trop d'efforts. Voilà. Donc il ne le fait pas. Donc la sécurité est efficace. On joue sur la notion de temps. Voilà. Et donc il a très très bien accepté ça. Alors que toute sa vie est basée sur un système hiérarchique pyramidal, respect de la hiérarchie, etc. Et puis il a vu dans sa vie des gens qui n'avaient pas respecté la hiérarchie. Donc ça faisait l'objet de sa conférence. Parce qu'en fait, si les gens avaient bien respecté les lois, on appelle ça la constitution et puis la hiérarchie, il n'y aurait pas le désordre qu'il y a aujourd'hui en fait. Voilà. Mais ça fait... il y a très longtemps que les règles ont été enfreintes. Voilà. Mais dans les systèmes pyramidal, ça part vite en vrille, hein, comme vous avez pu le remarquer. Lors du coco, lors de Steinstein ou lors de... Voilà, vous voyez tout de suite que quand il y a un dysfonctionnement grave, eh ben, il ne se résout pas. Ouais, parce qu'il y a un problème sur le sommet de la pyramide. Voilà, c'est ça qui se passe. Ensuite, on avait Christian Cotten. Moi, j'ai bien aimé l'homme dans ses actions. Il agit. Lui, c'est pas un homme qui se contente à discuter, à faire des conférences. Il agit sur le terrain pour de vrai, avec les politiques, pour essayer de les raisonner, à mieux agir, en fait. Voilà. Donc, c'est un psychologue. Il est aussi, comment on appelle ça non, c'est pas que psychologue, c'est... Oh, j'ai oublié le terme, j'étais nul. C'est un philosophe, c'est un psychologue, c'est un écrivain aussi. Enfin, il est très très intelligent, beaucoup de culture, beaucoup d'ouverture d'esprit. Alors, c'est des sujets où je décroche un peu, je vous cache pas. Mais ses actions sont très concrètes et il étudie le comportement. En fait, lui, son travail surtout, c'est il étudie les comportements entre le peuple et les gouvernants. Et quand il a étudié l'historique et il sait que quand les gouvernants agissent de telle manière, bah, il y a des conséquences et ça crée des guerres civiles en fait. Et en général, quand il y a guerre civile, c'est rarement le peuple qui perd. Ça finit toujours par le roi qui est pendu, ou enfin ça finit mal pour ceux qui n'ont pas respecté le peuple en fait. Ça finit toujours mal. C'est qu'une question de temps, hein. Des fois il y a des premiers essais qui marchent pas et puis ça finit toujours mal pour les dirigeants qui ont abusé. Bah, vous pouvez voir que le dirigeant iranien là qui abusait un peu trop, il n'a pas duré quoi. Alors maintenant il y en a d'autres qui prennent le relais, mais ça marche jamais vraiment bien, hein, les gens qui passent leur temps à mépriser les autres, quoi. C'est un truc qui fonctionne pas. Dans le temps, ça fonctionne pas. Ça finit toujours mal. Enfin, après, pour arriver à les raisonner, c'est pas toujours facile. Il y a toujours l'intérêt personnel qui, des fois, les rend comme ils sont. Voilà. Donc là, j'ai même parlé avec lui, hein, personnellement. Il m'a dit qu'il adorerait être capable de faire du déplacement astral pour collecter de l'information. Bah oui, mais si c'est pour le faire, c'est parce que son niveau d'évolution psychologique... Un, c'est peut-être parce qu'il n'en a pas tant besoin que ça. Et deux, c'est peut-être parce que son niveau d'évolution de conscience n'est pas suffisant pour le permettre, en fait. Voilà, en gros.
Alors je vous explique, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le déplacement astral? C'est la capacité, en gros, alors il y a plusieurs définitions et puis il y a plusieurs modes, hein. Moi je parle de celui en mode conscient, c'est-à-dire vous êtes là, hein, comme je vous parle devant, et puis tout d'un coup vous avez ce qu'on appelle la partie fantôme de vous qui s'en va, mais ça ne m'empêche pas de continuer à discuter avec vous, et qui vit une autre scène ailleurs et qui est réelle, et qui permet de collecter de l'information, voilà. Et puis qui a un rapport avec moi, évidemment, on va pas se mêler de tout, sinon on n'a pas fini. Et donc, en gros, c'est la capacité de dédoublement, quoi. Mais en mode invisible. Donc, on appelle ça le déplacement astral. C'est souvent expliqué pour quand les gens meurent, et puis après, sur la table opératoire, et puis que le chirurgien réussit à ramener la personne à la vie. C'est un peu ce phénomène-là. Sauf que là, pour le coup, la personne, elle est, il y en a plus qu'un. Le coup du dédoublement, là, il n'est pas vraiment vrai, puisqu'il y en a un qui est mort sur la table, donc... celui qui s'élève, la partie énergétique, la partie fantôme, ça fait plus qu'un en fait. C'est juste qu'à un moment donné, il se remet à revivre. Dans le cas que je lui avais expliqué, moi c'était non, c'est l'individu est vivant et le deuxième, il va collecter des informations ailleurs. Donc ça, il rêverait de pouvoir faire ça. Voilà. Mais oui. Mais il peut pas. Voilà. Ensuite, on a eu la survivante. La survivante, alors là c'est... Alors moi ce que... Ils ont réussi à... Alors certes, ils ont tous réussi à parler de sujets assez négatifs, mais de manière positive. Ça c'est un vrai compliment que je peux faire. Parce que c'est pas forcément un exercice facile. D'arriver à passer un message de manière positive qui a un contenu négatif. Et là, donc là, dans la survivante, là, ça porte son nom, survivante. Donc elle a subi des choses max négatives, hein. Vous pouvez même pas imaginer d'ailleurs. Elle a dit des trucs, j'étais stupéfait. J'ai dit ah bon, il y a des gens qui font ça. Ah ouais, c'est à ce point-là. Et je peux pas vous le dire, hein, forcément. Et surtout que là, c'est pour le coup, ça serait pas bien pour les enfants. Alors j'ai discuté avec elle après. Parce qu'en fait, elle mène un combat un peu commun avec moi, c'est-à-dire des gens qui vous ont causé du tort, à qui vous devez faire des procès et des procédures et subir un peu les dysfonctionnements de chaque individu ou intervenant qui intervient dans la phase pour aller jusqu'à la fin du procès, quoi. Des fois, vous avez des dysfonctionnements, soit des gendarmes, soit du chef des gendarmes, soit de l'expert judiciaire, soit du juge, soit de l'avocat. Vous pouvez avoir des dysfonctionnements partout, en fait. Donc, ce que je lui ai expliqué, qu'il fallait surtout être le garant du bon fonctionnement de chaque individu. Que c'est pas parce qu'un individu s'est très bien comporté à un moment donné, qu'on a pris confiance en lui, pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas, ou on sait, mais peu importe, il se met à déconner complètement et puis il part en vrille et puis après, au lieu d'être pour vous, il est contre vous alors qu'il devrait être pour vous. Donc en fait, on est obligé d'être présent dans toutes les étapes, s'assurer que tout le monde fonctionne bien et est cohérent pour qu'à la fin, justice soit rendue, quoi. Donc c'était un message que je tenais absolument à lui passer parce qu'elle n'est pas au bout de ses peines et il n'y a qu'en étant très présent et elle va le faire, il n'y a pas de doute. Donc, alors quel est son niveau d'évolution, je vais la mettre première, mais alors largement devant avec de l'avance sur la qualité de communication sur scène. Mais alors, elle a touché tout le monde l'écoutait, personne n'a plané, et tout le monde a eu une émotion forte quand elle a parlé. Et alors que sur les autres, par moments, on est inattentif, on décroche un peu. Elle a capté l'attention. Et ça, c'est un 20 sur 20 en communication. Vraiment. J'ai été obligé de lui dire parce que j'ai vu qu'elle se rendait pas compte, quoi. En fait, elle se rendait pas compte que... Alors, c'est pas parce que le sujet est prenant qu'on arrive à le transmettre. Et là, elle a réussi à le transmettre, vraiment, très très fort. Alors, elle a morflé dans la vie, hein. Elle a les marques physiques, elle a les marques de ce qu'elle a subi, marques physiques et psychologiques. Donc, elle est abîmée, quoi. Faut dire ce qui est. Donc, ça résonne un peu en elle, ça, tout ce négatif accumulé. Mais par contre, ce qui est beau à voir, c'est que elle se bat, quoi. Il n'y a pas de... Elle lâchera pas l'affaire, quoi. Ça, c'est bien. Ça, je vais les féliciter par rapport à ça.
Et bon, après, j'ai quelques points critiques sur elle que je développerai pas ici, que je lui ai pas dit parce que j'ai pas de contact avec elle. Mais c'est elle qui les découvrira dans sa vie, hein. Ça fait, je crois que c'est un. Alors pourquoi elle a subi tout ça, je sais pas. Pourquoi c'est tombé sur elle, je ne sais pas. Si c'est un programme pour la faire évoluer dans sa conscience, il est très très raide comme programme. C'est un programme un peu barbare. Donc peut-être il faut. Je sais pas, des fois il y a des gens, ils évoluent un peu de manière barbare, hein. Des fois ils sont obligés de passer par des étapes très dures pour passer à l'étape suivante d'évolution. Ça peut arriver. Il y a des gens qui ont la tête dure et qu'en ayant vécu des choses très dures que ça y est, ça a débloqué, ils ont passé le cap, maintenant ça va mieux, il y a moins besoin d'être aussi dur avec eux, ils ont compris. Alors j'espère que c'est pas ça, mais j'ai pas été capable d'identifier pourquoi c'est tombé sur elle, mais c'est pas tombé que sur elle parce que il y avait aussi c'était la famille entière, hein, qui était touchée, hein. Donc il y avait le frère, je pense qu'elle est tombée au mauvais endroit au mauvais moment, quoi. Et peut-être qu'elle était là au contraire pour essayer de briser ce cycle. Et elle m'a dit qu'elle allait faire ce cycle de torture, en fait, de mauvais comportements sur les gens. Et ça touche directement. C'est similaire à l'affaire Steinstein, hein, ce qu'elle a subi, hein. On n'en est pas loin, hein. Ça touche vraiment à ce même réseau. Mais c'est pas précisément ce réseau. Ça fait partie du réseau, mais c'est pas le réseau Steinstein. C'est plutôt une filière parallèle, mais qui est guère meilleure. Et donc, elle m'a dit que. Parce qu'au début, elle voulait pas faire la conférence, c'est ce qu'elle m'a dit. Alors, je peux comprendre, parce que psychologiquement, ça peut être dur, mais comme ça s'est bien passé pour elle, et puis qu'en plus, moi je l'ai encouragée, et puis d'autres l'ont encouragée aussi, je pense. Énormément de gens l'ont encouragée, en fait. Donc, elle a décidé qu'elle en ferait davantage, et puis qu'elle informerait davantage les populations dans des conférences, voilà. Et ce qui est très très bien, voilà, ça va vraiment dans le bon sens. Parce qu'on a besoin de choses concrètes, parce qu'en fait, tout ce qu'il y a sur Internet, ça commence à être pire que la télé, hein, voilà, faut le dire. Moi là, j'ai branché Facebook là, quelques heures là, c'est pire que la télé. C'est devenu pire que la télé. Moi je le dis. Facebook mon Facebook, il est complètement vérolé. Et c'est des vidéos qu'on m'impose, c'est pas des vidéos que j'ai choisi de voir, hein. Je vous jure, je suis pas inscrit. Mais Facebook vous impose des chaînes auxquelles vous n'êtes même pas inscrit. Il vous passe des vidéos négatives en boucle. Vous avez 10 fois Antivirus, vous avez 50 fois l'affaire Stein, vous avez... Ça devient plutôt pourri, quoi. On l'a vu une fois, c'est bon, on a compris. Il n'y a pas besoin de nous rabâcher 50 fois la même chose. Donc c'est vraiment Facebook, c'est le média qui est devenu plus lourd que la télé, quoi, en gros. Il va falloir qu'on invente un Internet non censurable, quantique, que personne peut intervenir dessus. Parce qu'il y en a marre, hein. Quand la télé, quand on a abandonné la télé, on a été sur Internet, on était content. Et puis maintenant, c'est la télé qui a rejoint Internet. Et puis le pouvoir de la télé a rejoint Internet. Et puis il a recontaminé un autre média. Donc c'est foutu. Voilà. Et donc voilà, je suis très très satisfait de la conférence. Très franchement, si j'ai la possibilité d'y retourner, je le ferai. J'ai une personne que j'ai oubliée, hein. Oui, Elena Danaan. Alors elle a dit qu'elle viendrait pas, et moi 2 semaines avant la date, je me suis mis dans ma tête, j'ai entendu, elle va venir, c'est sûr. Personne ne l'attendait parce qu'elle a dit officiellement qu'elle viendrait pas. Elle a dit qu'elle irait à une autre conférence en Suède, etc. Et en plus, je me disais, tiens, c'est marrant, parce que elle habite en Irlande, et c'est le pays où il y a la révolution. Sur le kérosène, ils ont les stocks qui sont à sec, ils ont plus de kérosène, ils ont plus d'essence, parce qu'en fait les manifestants ont bloqué à cause de l'augmentation du prix du carburant, les Irlandais qui ont le sang chaud, ils ont bloqué les raffineries, ils ont bloqué les distributions de pétrole dans les pompes à essence, et presque le pays est immobilisé, l'armée intervient, c'est un gros bordel. Donc je me suis dit, il va falloir qu'à trouver un vol avec du kérosène, ça va pas être facile.
Et je me suis dit, et puis la Suède, alors j'ai regardé les stocks qu'il y avait dans le monde au niveau des carburants, et je me suis dit, bah, c'est la France qui a le plus de stocks en carburant kérosène, donc en plus ça se recroise parce que prendre un avion pour aller à la Suède, c'est pas sûr qu'elle puisse revenir, alors que si elle va en France, elle pourra revenir. Il y aura du kérosène en stock. Donc, donc ça me paraît. En plus, c'était plus crédible techniquement. Parce que l'avion peut faire le plein en France et puis faire les allers-retours Irlande, France sans problème. Il y a 1 heure de vol, donc c'est pas énormément de kérosène. Donc il peut faire un avion, ça peut avoir des réserves de carburant de 10 heures. Donc l'avion peut faire le plein dans un pays où il y a du stock. Donc je me suis dit, en plus de savoir qu'elle allait venir, bah, la technique poussait dans le même sens. Et elle est venue. Voilà, j'avais raison. Il y en a beaucoup qui ont été surpris, mais moi je savais. Voilà. Alors, bon, je la connaissais pas personnellement, je l'avais jamais parlé, je l'avais jamais vue en vrai. J'ai vu les guerres qu'il y avait sur Internet contre elle, de gens qui au début étaient avec elle, et puis après ils étaient plus avec elle parce qu'ils ont trouvé des informations contradictoires sur elle, par rapport à ses dires et puis la réalité du terrain. Donc en fait du coup bah moi je savais pas trop quoi penser en fait. J'ai dit il y a une polémique, voilà, il y a une polémique, point barre. Du coup bah, j'ai été me faire une idée sur le terrain en vrai, pour avoir mon opinion à moi. Et bah moi j'ai été agréablement surpris. Voilà. J'ai vu une personne très intelligente, très sensible, très respectueuse des autres. Alors, est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle dit la vérité tout le temps? Bah, moi, j'ai pas détecté de mensonge, voilà. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que j'ai été au contact physique pour vérifier jusqu'au bout? Parce que moi, en général, il y a ce que je vois visuellement, puis après, je vais au contact, c'est poignée de main ou la bise, enfin. Et à ce moment-là, je vérifie c'est à ce moment-là où j'ai le plus de vérification, en fait. Je vois qui est la personne à l'intérieur d'elle, comment elle est, comment elle se sent, si elle est stressée, pas stressée. Mais sans le contact physique, ça peut être caché. Vous voyez. Mais avec contact physique, on peut rien cacher. Et bah là, j'ai pas eu le contact physique parce qu'il y avait, il y avait 2 gardes du corps qui la serraient de trop près. Et j'aurais pu, c'était possible, mais moi, ils me mettaient pas à l'aise, les gardes du corps. Et puis je me suis dit, si le garde du corps il déconne, s'il panique, s'il déconne, moi avec mon hernie discale, ça va pas m'arranger. Il va me plier en 4 et je vais finir à l'hôpital. Comme je suis un peu blessé, donc je suis pas apte à raisonner un garde du corps qui serait trop intempestif. Donc il y avait 2 aspects, ça me dérangeait psychologiquement, ce côté bulldog qui était à côté d'elle et qui était là pour sa sécurité, et puis ma timidité, mon manque de voilà. On peut me mettre 50% de faute sur moi et puis 50% disons le côté qui favorise pas facilement la communication. Quand vous avez des gardes du corps, ça facilite pas la communication de toute façon. Ça restreint un peu, quoi. Faut des gardes du corps qui soient vachement sur d'eux pour ne pas restreindre la communication. Voilà. Parce qu'il y a une parano chez le garde du corps qui est trop forte souvent. Mais ça vient du fait que c'est pas des télépathes. C'est pas des télépathes sur 2, on va dire. Voilà. Ils arrivent à lire dans les pensées des gens, mais ils sont pas très sur d'eux, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ont un côté toujours un peu tendu. Parce qu'ils sont pas assez télépathes. Voilà. S'ils étaient très télépathes, ils seraient complètement détendus, ils laisseraient les gens venir très près, et leur serrer la main, etc. Et puis ils seraient ultra cool, ils me prendraient même des distances, etc. par rapport à la personne à garder. Mais le fait est que quand un garde du corps est très très près, c'est qu'il sait qu'il n'est pas assez télépathe. Voilà, en gros, ça. Donc, bah voilà, ça crée un peu une tension. Donc, moi, j'ai pas osé. Voilà. J'ai juste regardé les souris. Voilà. Et puis en plus, en timing, c'était court. Parce qu'elle laissait pas beaucoup de temps en dehors de la scène, contrairement aux autres. Donc, non seulement il y avait un timing court, il fallait le saisir. Je l'ai pas saisi. C'était possible. Et bon, bah la prochaine fois, peut-être je serai moins timide, quoi. Mais il y a aussi le fait qu'on se connaît pas, quoi. Donc quand quelqu'un vient vers vous, que vous le connaissez pas,
Bon, voilà, si elle vous a rencontré déjà une fois, deux fois, donc c'est un peu plus facile, quoi. Mais là, voilà, moi, c'est de ma faute, hein. C'est principalement de ma faute. Principalement de ma faute, c'était pas impossible à faire. Mais voilà. Moi, j'ai pas pu aller. Alors, par contre, j'ai pu lui parler sur scène. J'ai eu droit à mes deux questions. Alors, j'ai pas réussi à avoir la parole le samedi. Alors, j'ai été stratégique, là. J'ai été malin, là. Parce que j'ai dit, samedi, je voulais absolument lui parler. Donc, le samedi, bah, j'ai pas eu droit à la parole. Parce qu'en fait, vous avez, dans la salle, vous avez, je sais pas, 300, 400 personnes, j'en sais rien. Ça fait une salle de 100 mètres par 50. Et puis, il y a des gens qui ont des micros et puis ils les font passer dans le public. Et je comprenais rien comment le micro circulait. Mais j'avais remarqué un truc, c'est que le micro était souvent sur les bordures. C'est-à-dire l'allée centrale et tout le tour. Bah, pour des raisons pratiques. C'est tout bête, mais c'était souvent, pas toujours, hein, des fois, mais j'avais compté, c'était souvent sur les bordures. J'ai dit, bah, demain, je vais me mettre sur une bordure. Je me suis mis sur une bordure allée centrale et j'ai réussi à avoir le micro. Voilà. Si vous avez le micro, allez sur les bordures, voilà, les bordures les bouts de ligne de chaise, enfin voilà. Ça augmente votre probabilité. Ça ne veut pas dire qu'on va vous le donner, hein, mais ça augmente votre probabilité. Donc là, ça a marché. Donc j'ai eu mes deux questions. Donc c'était des questions de vérification médiumique qui avaient un rapport avec elle. Donc, alors, je peux vous le dire. Hein. Qu'est-ce que c'est les questions? J'ai posé la question si un extraterrestre lui disait son avenir personnel. Voilà. Et donc elle a répondu que effectivement, mais c'était limité à 5 jours en fait. Et qu'en fait c'était interdit en principe. Ils n'avaient pas le droit de lui dire son avenir. Donc parfois, il lui disait son avenir pour lui dire juste aujourd'hui ça va bien se passer. Vous voyez, c'est pas vraiment très précis, quoi. Voilà, c'est tout. Mais les capacités médiumiques des personnes qui sont avec elle, c'est limité à 5 jours, elle nous a dit. Voilà. Donc, je trouve ça bizarre que ce soit limité à 5 jours d'ailleurs, parce que moi personnellement, mes médiumités, elles peuvent être à 1 an, elles peuvent être à 20 ans, 30 ans, 50 ans ou à 10 minutes. Il n'y a pas, il y a pas de chrono moi, dans mes médiumités, dans ce que je prévois qu'il va se produire. Ouais, je trouvais ça bizarre, enfin je trouvais ça presque étonnant. Bon bah chacun est différent. Hein. Bref. Et la deuxième question, c'était... alors ça l'a marqué la deuxième question, parce qu'elle connaissait pas. Je lui ai demandé si elle avait déjà vu la sphère noire. Alors c'est une sphère qui est à peu près de cette taille-là. Sur lequel il y a comme des étoiles qui s'allument. C'est une sphère noire brillante et la sphère, elle est plus ou moins lumineuse. C'est un capteur qui représente la Terre. Ouais, donc chaque individu vivant sur cette planète, lorsqu'il émet une forte intensité d'amour envers quelque chose, quelqu'un ou n'importe quoi. Ça peut être un animal, ça peut être un humain, une belle jolie femme, ou ça peut être n'importe quoi. Et bien en fait, ça envoie un signal, le capteur le capte, et ça allume une étoile sur la sphère, le temps que justement cette énergie positive est émise. Et plus une civilisation est évoluée, plus cette sphère noire va devenir blanche lumineuse. En gros, voilà. Donc, juste avec ce capteur-là, quand votre vaisseau est en orbite, voilà, vous pouvez mesurer le niveau d'évolution de la civilisation sur ce capteur. Voilà. Alors j'ai demandé si elle avait déjà vu ça. Et non, ça l'a intrigué. Voilà, je l'ai intrigué. Voilà. Et là j'ai parlé de tout le monde. Voilà. Il y avait le concert à la fin. Moi j'avais pas payé pour le concert parce que la musique ne m'intéressait pas. Et puis il y a deux raisons. La musique m'intéressait pas, mais en fait c'était pas la musique que j'imaginais finalement, parce que ça a changé de chanteur, je sais pas quoi. Quand j'ai entendu les répétitions, c'était pas mal en fait. Mais moi je vais pas au concert d'une manière générale parce que mon audition, j'entends les sons plus forts que tout le monde. Et aujourd'hui je sais pourquoi. Parce qu'un jour on a voulu... mais alors j'entends les sons plus forts, genre 2 fois plus fort, quoi.
Et en fait, un jour, on a voulu, dans l'usine où je travaille, il y avait beaucoup de bruit et il y avait un consultant qui venait pour faire des moulages de notre oreille pour faire des anti-bruits résine, comme on voit chez les pilotes de Formule 1. Et bah, là, le gars, il m'a dit, bah, moi, je peux pas vous faire de résine, moi. Votre conduit additif, il est pas comme les autres. Il me fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a il y a un petit trou d'entrée, mais comme les autres. Mais à l'intérieur, il y a une grande chambre très large. Donc, la case de résonance, chez moi, elle est 2 fois plus grosse, en gros. Et il me dit, bah, je peux pas vous mouler puisque ça va pas aller à cause de la forme de votre oreille interne. Mais j'ai dit, c'est pas grave, je m'en fous, parce que moi je mets des bouchons mousse, et puis par-dessus je mets un casque anti-bruit, et puis bah, je fais du moins. Avec ça, on arrive à faire moins 40, moins 50 décibels. Mais quand je mets tout ça sur les oreilles, plus les bouchons, plus machin, vous me parlez à voix normale, j'entends très très bien. Voilà, ça amortit juste les sons bah, beaucoup plus forts en fait. Voilà. Donc voilà, et donc c'est pour ça que je vais pas au concert. De tous les concerts d'ailleurs, d'une manière générale. Et y compris ceux que j'aime bien. Et donc voilà, et puis ensuite donc il y a eu le concert, et Alexandre Udanov m'a donné un échantillon pour que je fasse les essais. Donc un homme qui sait se montrer généreux pour progresser quand même. Bon, je ne dis pas que c'est une grande valeur, hein, mais quand même, il a fait les gestes quand même. Voilà, et donc très content de la conférence. Voilà, globalement. Et puis les petits points de détail, les points d'amélioration, bah, je les ai remontés à la responsable, donc j'ai fait. Il y a des choses dont elle s'est pas rendue compte elle-même d'ailleurs. Donc en fait, elle va regarder. Voilà, et puis elle va essayer d'améliorer ça pour la prochaine fois, quoi. Parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas prévues qui se sont produites, elle m'a dit. Elle m'a dit, normalement, ça n'aurait pas dû se produire. Donc bah, c'est toujours le problème, c'est que quand on manage pas les gens, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, vous devez faire ça, 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 et puis vous devez pas faire ça, ça, ça. Quand c'est clair dans la tête des gens, ils l'exécutent. Mais des fois, le fait de ne pas donner de directive, bah, les gens, ils prennent des libertés, quoi. Et c'est pas toujours bien vu. De prendre des libertés au détriment d'autres choses, quoi. Et c'est de l'inconscience, hein. C'est des fautes qui sont créées par des personnes individuelles, par manque de conscience. Mais ça veut pas dire qu'ils ont fait quelque chose de grave, hein. Non, c'est un détail, mais moi je trouve que c'était gênant, personnellement. Mais je dirais pas quoi, c'est pas la peine. Ça sera amélioré la prochaine fois, vous verrez même pas. Voilà. Et un truc que je savais pas, je peux parler aussi de celle qui a organisé la conférence. Mais je savais pas, mais c'est une chanteuse. Et elle chante super bien. Je vous jure, hein. C'est du très très bon niveau. Et je savais même pas qu'elle était chanteuse. Elle s'appelle Agnès Leray. C'est l'organisatrice. Elle a une société d'organisation d'événements, on appelle ça. Société d'organisation d'événements. Event en anglais. Et voilà, c'est. Mais globalement, c'était. Bon, je vais pas critiquer tout, hein, parce qu'on se transforme vite en emmerdeur. Faut pas non plus. Faut pas trop en faire, en fait, hein. Je vois que la critique, c'est quelque chose de difficile pour les gens. C'est un sujet. Moi, au contraire, j'aime bien qu'on me critique, parce que comme ça, s'il y a des choses que j'ai fait involontairement pas bien, bah, au contraire, ça me permet de m'améliorer. Mais la plupart des gens, ça touche directement l'orgueil et il y a blocage, quoi. Blocage, opposition, rivalité. Donc c'est difficile. Vous avez beau y mettre les formes. Dès que ça touche à l'orgueil, il y en a. Ils ont l'orgueil bien planté, ils ont les idées bien. C'est leur raisonnement. Et qui c'est qui va s'opposer à mes idées? C'est moi qui ai raisonné. C'est comme j'ai pensé, c'est pas autrement. Ça, vous le rencontrez plus majoritairement. Voilà. Donc à quoi ça sert d'aller à une conférence comme ça? Bah, on peut rencontrer des gens aussi dans le public, un peu étonnants, auxquels on s'entend pas. On voit le niveau d'évolution des gens qui sont dans une démarche déjà d'essayer d'aller vers la conscience. Mais j'ai essayé de trouver des gens qui sont comme moi. Il n'y en avait pas. Et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Mais pourtant, c'est la base vers laquelle tout le monde va devoir aller. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. En fait, en gros, c'est comment je fais pour analyser le niveau de conscience d'une personne. En fait, je regarde comment elle raisonne. Voilà, je peux vous prendre un truc tout simple, je sais pas, je vous prends ça là.
Ça, voilà. Enfin, on va prendre un truc un peu mieux. On va prendre un truc comme ça. On va faire du positif, on va pas faire du négatif. Je prends ça, une bouteille en verre. Voilà. Donc c'est quoi? C'est du verre. Bon, on sait que le verre c'est recyclable à l'infini. Bon bah ça commence bien. Pas de déchets, voilà. Est-ce que ce verre-là a été recyclé à l'infini? Réponse, non. On ne sait pas recycler du verre transparent à l'infini. Le verre transparent finit vers verre, bouteille de vin. Voilà. Donc, donc en fait, ils sont obligés d'extraire du sable pur, de la silice pure pour pouvoir faire du verre transparent. Et il n'y a pas, ça finit en bouteille de vin. Voilà. Mais si dans 1000 ans, si on n'a plus de sable à extraire, bah, toutes les bouteilles seront vertes comme les bouteilles de vin. Tout simplement. Voilà. Et c'est pas gênant. Pas du tout. Là, on a du métal pour faire un système de fermeture automatique. Voilà. Est-ce qu'on pouvait faire autrement? Est-ce qu'on pouvait éviter le métal? Non, je dirais que non. Parce que mettre du plastique, ça, le problème c'est que quand on fait du plastique, vous faites des microplastiques. Et les microplastiques, c'est un polluant. Voilà. Donc là, le métal, il faut extraire le métal, mais c'est recyclable à l'infini aussi, le métal. S'il rouille pas, évidemment. Bon, en principe, celui-ci, il sera recyclé. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, il finira à la déchetterie. On a du caoutchouc. Bon, le caoutchouc, le caoutchouc, là, celui-là, c'est un produit pétrolier. Mais c'est un caoutchouc de type nitrile. Donc, alimentaire, donc compatible avec l'usage. Donc, ça va. Et ensuite, vous avez une espèce de... Alors, je crois que c'est de la céramique, j'ai l'impression. Ou du plastique, je sais pas. La partie là, je la connais pas la matière. Donc, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question quand vous êtes une personne de conscience? Faut pas s'arrêter à ça. La question, c'est qui fabrique les bouteilles? Quelle est la pénibilité des gens qui le fabriquent? Combien il s'est payé, voilà. Est-ce qu'il y a des maladies professionnelles pour ça, etc. Où est-ce qu'on le fabrique? Combien il faut d'énergie, voilà. Ensuite, pareil pour tous les composants, voilà. Combien ça coûte au total, voilà. Est-ce que l'ensemble est recyclable à l'infini? Réponse non, cette partie-là, caoutchouc, n'est pas recyclable à l'infini. Le plastique ici, si c'est bien du plastique, je pense que c'en est. C'est recyclable maximum 7 fois. Donc c'est un produit pétrolier. Donc là, en fait, du point de vue de la conscience, on a besoin de faire une évolution technologique sur cette partie-là. On est trop faible. On est trop faible scientifiquement pour cette partie-là, au niveau conscience. Le verre, c'est OK. Le métal, on maîtrise. On peut recycler ça à l'infini. Bon, il y a une part de... je sais pas... il y a un peu de métal qui est vaporisé à chaque recyclage, mais assez très très peu. Donc, vous voyez, le principe de la conscience, c'est d'étudier le process complet. Avec l'empathie des gens qui l'ont fabriqué. Les déchets, pas les déchets, le recyclage, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle un raisonnement en conscience. Et des fois, vous découvrez des choses. Par exemple, je vous donne un exemple. Celle de l'île de Ré ou celle de Guérande. À votre avis, il faut choisir le sel de l'île de Ré ou le sel de Guérande. Si vous faites des raisonnements en conscience, vous savez lequel. Parce que vous consommez un produit toute votre vie, mais à un moment donné, vous vous êtes posé la question, mais c'est lequel le mieux? Et pourquoi prendre celui-là plutôt qu'un autre? Voilà. Je vous laisse faire la recherche chez vous ou je vous le dis? Je vais vous le dire quand même, je suis sympa. À côté, vous regardez, vous tapez sur internet, map, Guérande, vous regardez où c'est. Vous voyez par satellite les tas de sels. Et vous voyez où ils sont. Vous faites la même chose pour l'île de Ré. Et vous allez voir quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous marquer. Comment est la qualité de l'air à Guérande? Comment est la qualité de l'air au bout de l'île de Ré? Et qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Il y a des particules, il y a des polluants. Bon, si la qualité de l'air est meilleure à l'île de Ré, votre sel, il va être meilleur à l'île de Ré. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'il y a juste à côté de Guérande? Il y a une 4 voies, nationale 4 voies, très fréquentée. Les tas de sel, on les voit de la route. Je vous dis pas, poids lourd, diesel, voiture froide, essence. Vous retrouvez... Il y a des contrôles sur le sel. Il y a contrôle des métaux lourds, etc.
Ils sont plus souvent recalés. Et puis c'est pas du contrôle total. Donc c'est du contrôle inopiné. Ils vont pas contrôler tout à 100% sans arrêt. Bah, y a 10 tonnes, quand vous avez un tas de sel qui fait 10 mètres de haut, il y a quoi? Je sais pas si c'est plus. Un tas de sel de 10 mètres de haut, c'est plus qu'une semi-remorque de 12 mètres. Hein. C'est beaucoup de sel, hein, vraiment. Bon, bah, moi je vous le dis, moi je préfère prendre du sel de l'île de Ré, quoi, clairement. En plus, j'ai vu un reportage sur le sel de l'île de Ré, etc. Et j'ai regardé tout ça. Donc je dis, hop. Gros sel de l'île de Ré, voilà. Et pas de sel fin. Pourquoi pas de sel fin? Tout le monde achète du sel fin. Bah, ça prouve le niveau de conscience des gens. Si le niveau de conscience des gens était élevé, ils n'achèteraient pas du sel fin. Ils achèteraient un blender en verre et pas en plastique. Mais imaginez bien, parce que si on fait tourner, si on met du sel dans un blender en plastique, là, des microplastiques, vous allez en bouffer. Hein. Autant dire que c'est une sableuse. Donc, les gens, s'ils avaient un niveau de conscience élevé, ils pousseraient le raisonnement jusqu'à, en fait, ils achètent un blender qui est un investissement, hein, mais en verre. Ils achèteraient du gros sel de l'île de Ré. Ils le feraient sécher. Ils le mixeraient dans le blender pour faire du sel fin. Pourquoi? Ça coûte moins cher. Beaucoup moins cher. L'investissement du blender, sur le long terme, il sera payé. Donc c'est comme si c'était un blender gratuit. 2. Il y a des minéraux. C'est un sel qui sale plus fort. Donc vous mangez moins de sel. Donc c'est meilleur pour votre santé puisque vous mangez moins de sel. Et ça sale plus fort. Et ça a plus de goût. Ça contient plus de minéraux. Bah, ça tombe bien. Vous avez besoin de minéraux pour votre corps. Vous avez vu les oiseaux qui mangent des grains de sel sur la route là? Pourquoi ils font ça? Bah parce qu'ils ont besoin de minéraux pour eux. Bon bah c'est quoi le sel blanc et puis le sel gris? Bah il y en a un qui a plus les minéraux et puis l'autre qui a les minéraux. Alors pourquoi ils ont enlevé les minéraux? Bah je sais pas. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à créer un sel qui prend pas trop l'eau. C'est-à-dire quand vous mettez du gros sel, tout de suite il devient humide, il attire la flotte énormément, alors que le sel fin, lui, il va beaucoup moins attirer l'eau. Vous voyez? Donc en fait, ils ont voulu résoudre le problème de l'humidité du sel, mais sans vraiment le résoudre. Puisque même du sel fin, il peut prendre de l'eau, mais moins. Et selon les sels, ils ajoutent du fluor ou de l'anti-agglomérant. Je vous le dis, l'anti-agglomérant, ça fait pas partie de la liste. C'est pas un aliment. L'anti-agglomérant, c'est pas un aliment. Hein, voilà. Donc quand on enlève les minéraux de n'importe quel aliment, c'est jamais une très bonne affaire, on va dire. Il n'y a que dans l'eau où une eau trop minéralisée pose problème pour les reins. Et manger trop salé, ça pose des problèmes aussi pour les reins. Voilà. C'est les cas à connaître. Mais moi, manger sans sel, c'est pas possible. Enfin, il y a des gens qui mangent sans sel. Hein. Ma mère, elle mange pas de sel. Je pense que c'est physiologique, je pense. Je pense que selon les individus, il y en a qui en ont plus besoin que d'autres. Bah, quand vous êtes très sportif, vous transpirez le sel. Hein. Bah, tout ce que vous avez perdu, à un moment donné, il faut le reconstituer. Alors comme moi, je suis très sportif, bah, je mange du sel, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple de raisonnement. Voilà. Comme ça, vous savez comment ça fonctionne, la conscience. En fait, la conscience, c'est x3 étudier un processus. Quand vous avez des ingénieurs en génie mécanique qui sortent de l'école, ils dessinent des machines, machin, mais le raisonnement s'arrête au niveau 1. Le commercial a dit qu'il fallait faire une machine qui fait ça. Ouais, bah oui, mais l'étude des déchets, etc. Non, il faut que l'étude sorte vite, pas cher, machin. On s'arrête là. Voilà. Et puis s'il y a un déchet nucléaire, on l'enterre. Voilà. Ça va beaucoup vite dans ce sens-là. Ça fait pas partie quand vous passez les diplômes ou quand vous faites les études dans les bureaux d'études dirigés par des PDG et des commerciaux. Bah, la conscience, ça fait pas partie de l'étude. Alors, de plus en plus de réglementations les obligent un peu à... Ils voudraient déréglementer pour mettre de l'inconscience, en fait. Bah ouais, parce qu'il y a des pays concurrents et ils font zéro conscience. Voilà. Bah, maintenant, ils pleurent parce qu'il y a des déchets dans leur pays et puis qu'on leur balance toutes les saloperies chez eux. Le Ghana, enfin, des choses comme ça. Mais elle ne doit pas être que dans un pays, elle doit être mondiale. Voilà.
C'est tous les produits de notre recyclage, les déchets doivent être les déchets doivent être valorisés et non pollués, voilà, etc., etc. Mais bien sûr, tout ça, il faut une vraie volonté derrière, mais une volonté mondiale. Parce que si vous voulez tout seul dans votre coin, forcément, vous êtes plus cher. Ou plus intéressant. Parce que des fois, vous avez un produit pour lequel vous avez plus investi, mais il est tellement une solution technique recyclable ou à déchets valorisables qu'il devient plus compétitif et plus intéressant pour les clients et qui va écraser les produits polluants. Mais ça, c'est valable que si vous réussissez à valoriser le déchet. Exemple, cosmétique avec les algues. En fait, le déchet des algues, on le réutilise pour faire de la nourriture pour la terre, pour l'agriculture. Voilà. Et on part d'un végétal, on extrait ce qu'on a besoin pour la cosmétique, et on redonne le déchet, et on le vend même comme compost. On le vend comme compost. Voilà. Donc on gagne deux fois. On vend avec un produit, on vend le déchet et on vend le produit. Voilà. Donc ça, c'est le cas où on devient plus compétitif que les produits polluants. Voilà, c'est un exemple. Allez, au revoir.